Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde consacré au Canada. Le Canada est une monarchie constitutionnelle qui, en tant que royaume du Commonwealth, reconnaît Charles III comme roi du Canada. Couvrant une superficie de 9,98 millions de kilomètres carrés, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en superficie derrière la Russie. En 2023, la population canadienne est estimée à 39,5 millions d'habitants, mais la croissance de la population est largement due à l'immigration. En effet, le Canada présente le taux d'immigration le plus élevé des pays du G7, avec pour principal objectif d'accroître la main-d'œuvre disponible. Les autorités prévoient que les habitants originaires d'un pays étranger représenteront 30% de la population canadienne en 2030. Jouissant d'une image très positive et d'atouts économiques indéniables, pourquoi le Canada ne parvient pas à s'imposer sur la scène internationale comme un acteur clé? Quelles sont ses relations avec les autres pays du monde et notamment les États-Unis d'Amérique? Et que faut-il retenir de ces 60 ans de coopération avec la Côte d'Ivoire? Pour évoquer tous ces sujets, rejoignons l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, son Excellence Anderson Blanc. Excellence, bonjour. Bonjour Madame Djedje. Merci. Plaisir. Merci de nous recevoir. Absolument. Le Canada était d'abord peuplé par des autochtones avant les premières explorations européennes. Quels sont finalement les peuples ou communautés qui ont fondé le Canada actuel? Vous avez raison, les peuples autochtones, on a trois groupes distincts maintenant. On a les Inuits, dont la gouverneure générale du Canada est membre. On a les Premières Nations aussi, on a les Métis. Donc, ils étaient déjà là avant l'arrivée des explorateurs, donc principalement de la France et de la Grande-Bretagne. Ensuite, il y a eu des vagues successives, les Irlandais, mais vers la fin des années 1800 aussi, il y a eu les Chinois qui ont aidé à construire le chemin de fer. Il y a aussi des Noirs des États-Unis qui fuyaient l'esclavagisme. Donc, c'est vraiment un pays multiculturel fondé sur la migration dès le départ. Mais justement, on a le sentiment que vous êtes à cheval entre l'Amérique et l'Europe. Les Canadiens se sentent quoi? Plus américains, européens? On se sent très accueillant, ouvert, inclusif. Donc, nous avons essayé d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Vous promenez dans le vieux Montréal, par exemple, cette saveur européenne, vous allez la sentir, que ce soit dans l'architecture, les rues, alors que vous promenez à Toronto ou même en dehors sur la rue Sainte-Catherine à Montréal ou à Vancouver. Vous allez plus sentir ce côté nord-américain, en effet. Donc, c'est un peu des deux. C'est ce qui nous rend si distincts et différents et intéressants. Vous êtes une monarchie constitutionnelle et royaume du Commonwealth. Qu'est-ce que cela implique finalement, notamment dans votre relation déjà avec la Grande-Bretagne? Charles III est le roi du Canada. Oui, Charles III, Sa Majesté Charles III est le roi du Canada. En 1953, nous avons décidé de passer une loi qui dit en fait qu'il a des rôles différents. La monarchie a des rôles différents, donc pour nous, c'est vraiment l'État, l'État souverain, et on a le gouvernement. Le gouvernement, on a 338 députés qui représentent les circonscriptions, et c'est eux vraiment qui représentent la population, les vues de la population. Sa Majesté, le roi Charles III, cependant, représente vraiment cette unité du Canada, ce désir de bien faire et cette appartenance. Donc, quand les nouvelles personnes migrantes, quand les policiers et autres prêtent serment, ils prêtent allégeance, ils prêtent serment au roi. Le Canada est un État fédéral avec un système politique singulier. Vous allez nous l'expliquer. Alors, le pouvoir exécutif est constitué à la fois du conseil privé, chargé de conseiller le gouverneur général dans sa prise de décision. Les conseillers privés sont nommés par le gouverneur général et parmi eux, des conseillers sont assermentés pour former le cabinet ministériel dirigé par le Premier ministre. Qui est actuellement Justin Trudeau, oui. Pour rester francophone. Comment finalement se formalise la prise de décision? Qui est le véritable chef au Canada? Le Premier ministre. Le Premier ministre du Canada est élu en fonction du parti qui a eu le plus de députés.
une majorité de députés. Sinon, il peut avoir des alliances aussi. Ça se fait, c'est ce qu'on vit présentement. En ce qui concerne le cabinet en tant que tel, en effet, ce sont des ministres qui font partie du cabinet et qui représentent les peuples. Mais quand on passe des lois, il faut que ça soit adopté au Parlement, comme toute chose, comme ça se passe partout ailleurs en démocratie. Donc, on n'a pas un droit de veto, comme on peut constater aux États-Unis, par exemple, une loi est passée avec la majorité. Donc, en fait, c'est assez simple. Le Parlement fonctionne, on a des lois, on passe des lois à la majorité, ça passe par le Sénat ensuite. Donc, le Sénat peut faire des modifications et le Sénat fonctionne en fait, le Premier ministre va faire une recommandation à la gouverneure générale qui va entériner. Une fois que c'est entériné, ça va de l'avant et les sénateurs, les sénatrices peuvent apporter des changements, modifier des lois qui retournent aux députés et ensuite ils adoptent, ils adaptent et ensuite ça peut être adopté, ça retourne et ensuite c'est adopté finalement. Cela étant dit, il faut se rendre compte que même le Sénat, ça doit être représentatif de tout le territoire, de toute la population canadienne. Donc il y a un nombre de sénateurs par province pour s'assurer de la représentativité aussi. Mais c'est ça en fait, on a l'impression que votre système politique est quand même assez complexe, bon, peut-être vu de l'extérieur, puisque vous êtes à la fois un État fédéral, il y a un gouverneur général, vous avez aussi des compétences à la fois locales et sur le plan fédéral. C'est une particularité, vous pensez que ça a une plus-value ou ça change quelque chose fondamentalement dans la gouvernance? Absolument. On a 10 provinces au Canada et 3 territoires. Donc, on a fait ce qu'on appelle la dévolution du pouvoir auprès des territoires, ce qu'on pourrait appeler ici la décentralisation. Mais à la base, avec les provinces, il y a toujours eu des champs de compétences provinciales et des champs de compétences fédérales. Par exemple, un des champs de compétences qui peut prêter à confusion, c'est l'éducation. Donc, le Canada, ici à l'ambassade, on fait beaucoup la promotion de l'éducation. Mais on a des universités, des institutions qui viennent de partout à travers le Canada, mais c'est de compétences provinciales. Donc, c'est dans chaque province, les universités sont régies par les provinces. Nous, ce qu'on fait la promotion finalement du Canada, c'est vraiment la qualité de l'offre, le fait de vivre au Canada, ou encore la santé. La santé est un autre domaine important qui est de compétences provinciales. Cela étant dit, le fédéral est capable de financer les provinces en fonction des priorités identifiées par les Canadiens aussi. Alors, le Canada était la 9e puissance économique mondiale en 2022 avec un produit intérieur brut de 2189 milliards de dollars et dispose de grandes réserves de ressources naturelles, hein, le bois, le pétrole bien sûr et pas mal de minerais. Ce qui expliquera peut-être, quand on va parler de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous êtes aussi important dans ce secteur. Alors, mais certes, vous êtes membre du G7, hein, on connaît l'impact de ce groupe décisionnel, mais comment comprendre que vous ne soyez pas finalement un acteur majeur, voire une référence sur la scène internationale malgré toutes ces potentialités? Nous sommes un acteur majeur. Nous faisons partie au niveau multilatéral de plusieurs grands groupes et non seulement ça, la voix du Canada représente vraiment une voix d'une plus grande répartition de la richesse à travers le monde, d'une plus grande inclusion, d'un plus grand partage. D'ailleurs, notre priorité présentement au niveau international, c'est l'égalité des genres. Donc, on a une politique d'aide internationale féministe, on a une politique étrangère féministe, on a une politique de défense féministe. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, lorsqu'on offre des opportunités égales autant aux hommes qu'aux femmes, la société devient plus productive, elle avance mieux, elle innove mieux et la répartition de la richesse se fait mieux. Donc, pour avoir un poids, on le constate de plus en plus, plusieurs autres pays ont adopté cette position du Canada. Donc, c'est vraiment cette capacité d'influencer. On a le leadership dans d'autres domaines aussi. Quand on parle de la migration, on constate que le Canada croit et le dit haut et fort, preuve à l'appui. On a accueilli près d'1 million de migrants. Oui, nous sommes capables. Oui, nous croyons dans l'apport des autres, comment se bâtir ensemble. Mais vous pensez que votre pays est véritablement attractif ou c'est parce que vous avez des facilités administratives qui sont attrayantes pour ceux qui souhaitent changer de vie? C'est les deux. Nous avons 4 saisons. C'est très beau. Il faut absolument visiter le Canada si vous ne l'avez pas encore fait. Peut-être pas en hiver. Hein. Les températures paraissent... Vous seriez fasciné. Nous avons le canal Rideau
qui est gelé en hiver. Malheureusement, l'hiver passé, changement climatique ou autre impact, on n'a pas pu l'utiliser. C'est le plus grand canal de toute la Terre entière, à Ottawa, la capitale, et on peut patiner dessus. Donc, c'est fantastique. Quand les gens viennent, d'ailleurs, on a augmenté le nombre d'étudiants ivoiriens au Canada. S'ils sont capables de survivre, on l'est sûrement capable aussi. Je suis né en Haïti, j'ai bien survécu. Le résultat est quand même intéressant. Mais cela étant dit, vous voudrez découvrir les 4 saisons du Canada. C'est à découvrir, c'est intéressant. Et c'est ça qui fait la beauté, le charme du Canada aussi. L'aspect géographique est central dans la compréhension de votre pays, notamment sur le plan géostratégique et économique. L'économie canadienne est fortement liée à l'économie des États-Unis, hein, en raison de la proximité entre ces deux pays et des traités commerciaux. On a le sentiment, vous allez nous le confirmer ou infirmer, est-ce que finalement les États-Unis d'Amérique ne font pas de l'ombre à votre pays, en tant que première puissance mondiale, économique, militaire et autres? Nous voyons plutôt cela comme un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons la plus longue frontière non défendue à travers le monde. C'est quand même une relation basée sur la confiance. De plus, c'est une économie intégrée. Plusieurs parties de ce qui est produit au Canada retourne aux États-Unis, revient au Canada, retourne aux États-Unis. Donc, c'est vraiment aller chercher la valeur ajoutée, ou encore la province de Québec qui vend l'électricité à un État des États-Unis. Donc, c'est vraiment cette économie intégrée, mais aussi une recherche de diversification de marché. Donc, on a signé l'accord avec l'Union européenne, on signe des accords en Asie, on a même un cadre d'investissement avec la Côte d'Ivoire où on garantit les investissements. Donc, on voit ce désir de diversification aussi parce que c'est excessivement important. Donc, on ne voit pas ça comme nous faire de l'ombre, mais plutôt comme un partenariat gagnant-gagnant. D'ailleurs, on a le partenariat tripartite avec le Mexique, les États-Unis et le Canada. D'accord. Mais malgré vos richesses, justement, avec 3,5 personnes au kilomètre carré, le Canada est l'un des pays ayant la plus faible densité de population au monde. Déjà, comment cela impacte la gestion de votre pays ? Il y a des défis, il y a quelques fuseaux horaires pour commencer. Donc, quand on a des élections au niveau fédéral, par exemple, les résultats peuvent être sortis, on pourrait connaître les résultats dans l'Est et il faut attendre avant d'arriver dans l'Ouest, à Vancouver, par exemple. C'est un avantage, selon nous, parce qu'on dit d'un océan à l'autre, à l'autre. Donc, on est entouré par 3 océans. Cela étant dit, la majorité de la population canadienne se trouve le long de la frontière avec les États-Unis, justement à cause de la valeur ajoutée des échanges personne à personne, de l'intégration des économies. L'avantage, c'est que comme en Côte d'Ivoire, on a des paysages excessivement fantastiques, très beaux à découvrir. On a une destination touristique, on a des réserves, on a des forêts, on a l'hydroélectricité. Donc, c'est toute cette richesse. Et il faut penser aussi aux Premières Nations, aux Inuits, aux Métis qui habitent ces grands territoires aussi. Quand on pense aux Inuits qui sont plus dans le nord, donc il faut reconnaître ça. On est dans le processus de réconciliation. Donc, ces territoires sont utilisés. Donc, pour nous, c'est vraiment un avantage au niveau économique, au niveau des peuples autochtones, au niveau de la richesse des matières premières aussi. Mais on a quand même le sentiment que c'est un peu un handicap, sinon, et c'est même ce qui est à l'origine ou le fondement de votre politique migratoire, c'est que vous avez besoin de peupler ce vaste territoire. C'est aussi pour créer de la richesse, parce que fondamentalement, le Canada est un pays de migrants à la base. Et nous y croyons fortement. Quand on parlait justement à Toronto, au Canada, par exemple, la migration représente environ 20% en termes de représentation. En 2036, ça va augmenter. En 2011, c'était à 20%. En 2036, ça va augmenter à 30%, la population des migrants. Donc, c'est l'impact que ça a en lien avec peut-être la dénatalité, en lien avec la richesse qu'il faut créer. Mais au-delà de ça, au niveau de l'accueil, la chaleur des Canadiens et Canadiennes, nonobstant le froid en hiver, c'est vraiment cette ouverture au peuple. Et ce n'est pas uniquement des migrants au niveau économique, c'est des réfugiés aussi. Oui. C'est des personnes qui vivent des difficultés, qui sont persécutées dans leur pays. C'est vraiment un pays d'accueil et nous nous disons, c'est à travers cet accueil, c'est à travers cette ouverture, cette chaleur que nous nous aidons, que nous allons prospérer ensemble. Mais plusieurs pays, vous parlez des États-Unis, sont des pays nés sur la base de l'immigration et pourtant, ils tentent peut-être même d'accroître des murs aux frontières. Chacun, on constate un repli sur soi dans tous les pays du monde, malgré les situations catastrophiques dans d'autres, qui donneraient envie de fuir ces pays-là. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'au fond,
On entend hein, l'aspect positif de votre volonté politique sur l'aspect migratoire, mais on se dit aussi c'est parce que vous en avez besoin. Vous avez un problème démographique et un problème géographique. Ça serait peut-être plus au niveau économique. On a besoin de gens pour travailler. Donc, si vous allez sur notre site d'immigration, vous allez voir, on a des emplois qui doivent être comblés. Donc, on est capable d'aller chercher ces gens qui sont capables de dire on peut apporter, on peut créer cette relation gagnante-gagnante avec le Canada. Mais d'un autre côté, on peut même faire une comparaison avec la Côte d'Ivoire. Non pas peut-être sur le plan géographique, mais plutôt sur le plan où la Côte d'Ivoire est un pôle économique qui attire des gens des autres pays de la sous-région et même du continent africain. Donc, c'est cet accueil aquaba qu'on connaît de la Côte d'Ivoire, cet accueil qu'on connaît au Canada qui fait dire aux gens, moteur économique, capable d'accueillir, chaleur humaine. On a ces ressemblances-là et on s'appuie là-dessus pour dire, si ça vous intéresse, vous êtes intéressé à venir travailler, voici les champs qu'on recherche des gens. Vous pouvez appliquer et ensuite le processus d'immigration aura lieu. Oui, justement, vous appliquez ce qu'on appelle souvent en France l'immigration choisie, c'est-à-dire qu'il ne vous est pas imposé. Et les candidats à l'immigration doivent cependant prouver et détenir des compétences professionnelles spécifiques faisant défaut au niveau local ou en mesure de créer des entreprises au Canada. Selon une étude, en raison de cette politique, 36% des médecins et 41% des ingénieurs et un chef d'entreprise sur 3 au Canada sont issus de l'immigration. Pourquoi ce choix justement de l'immigration choisie? Parce que nous en avons besoin. Donc, nous avons une population aussi vieillissante, comme dans beaucoup d'autres pays faisant partie du G7. Et l'important que nous constatons réellement, c'est qu'il y a un intérêt à ce que nous puissions créer cette situation gagnante-gagnante. Et comment y arriver? C'est de donner aux opportunités aux gens qui le souhaitent. C'est un choix personnel avant toute chose. Décider de migrer, c'est un choix personnel et souvent, ce n'est pas un choix facile non plus. On quitte sa famille, on quitte ses amis, c'est difficile. Donc, nous voulons nous assurer que lorsqu'on accueille ces gens qui vont contribuer au bien-être du Canada, ça va être une relation gagnante-gagnante, mais il faut aussi savoir que ces gens, souvent, ces nouveaux Canadiens, vont renvoyer de l'argent chez eux et parfois vont retourner dans leur pays avec la double citoyenneté et faire profiter leur pays aussi. Mais parce que cette politique migratoire est parfois critiquée, parce que pour certains, elle présente l'inconvénient de priver les pays pauvres, notamment, de leur personnel qualifié et ainsi ralentir leur développement. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que ça fait partie des problématiques auxquelles vous vous intéressez, au-delà de la vague migratoire dont vous bénéficiez? Absolument. Et c'est pour ça qu'on a un programme de développement aussi dans beaucoup de pays qui est ciblé. Donc, ce programme de développement cible justement à favoriser les groupes les plus marginalisés. Quand on parle, il y a environ 2-3 semaines où on a signé 9 protocoles d'entente avec 6 ministères. Ça passe de l'éducation à la santé. Là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, vous le considérez comme un pays pauvre? Pas du tout. Au contraire, on doit féliciter la Côte d'Ivoire pour être devenue un pays à revenus moyens. Et comme je l'ai mentionné tantôt, c'est 40% de l'économie de la région. Donc, on voit les avancées qui se font en Côte d'Ivoire. La relation qu'on veut créer avec la Côte d'Ivoire, qu'on a déjà débuté, c'est une relation de gagnant-gagnante, mais d'égal à égal. Parce que de la même façon qu'on peut apprendre certaines choses à la Côte d'Ivoire, on a beaucoup à apprendre à la Côte d'Ivoire aussi. Et on veut accompagner la Côte d'Ivoire dans son désir d'industrialisation. Je connais parce que pour avoir travaillé 3 ans en Thaïlande, de 2006 à 2009, ils avaient ce même désir d'industrialisation, avec raison aussi. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant d'égal à égal la Côte d'Ivoire. Et c'est le moteur économique de la région. Donc, loin d'être un pays pauvre, c'est un pays à fort potentiel. On est capable de collaborer ensemble. Pour revenir au Canada, oui, il peut y avoir un manque à gagner pour les pays qui perdent ces forces-là. Par exemple, la Chambre de commerce qu'on vient de lancer, on voit beaucoup de Canado-Ivoiriens qui reviennent faire des affaires ici. C'est une relation gagnante-gagnante. Au niveau de l'éducation, un étudiant ivoirien, par exemple, qui applique pour étudier au Canada, peut travailler jusqu'à 3 ans au Canada
acquérir une compétence internationale et revenir faire profiter à la Côte d'Ivoire de ses compétences. Il y a quelques-uns, une minorité qui vont décider de rester malgré le froid, comme vous l'avez mentionné. Oui, mais justement, parce que, en fait, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes à la fois aussi victime de ça avec les Américains. Une récente étude avait démontré que chaque année, depuis 1995, un tiers des diplômés de médecine canadiens avaient choisi de travailler aux États-Unis d'Amérique, notamment à cause des revenus plus élevés et des taux d'imposition plus avantageux. Et donc, dans certaines régions rurales du Canada, on constate une pénurie de médecins spécialisés et le pays doit désormais favoriser l'émigration de médecins étrangers. Donc, encore une fois, finalement, vous-même, vous êtes victime de cette politique migratoire qualifiée, hautement qualifiée ou choisie. Et pourtant, d'autres pays le subissent à cause de vous. On ne se victimiserait pas parce que, en fin de compte, ça devient un choix personnel. Cela étant dit, c'est certain que nous avons des avantages qu'un pays en développement n'a pas. Donc, que les États-Unis viennent et prennent quelques médecins, oui, ça a un impact, mais on va en former plus, on va en attirer plus. Est-ce que ça va être aux dépens de pays en développement? Il faut faire attention. Comme on dit, la majorité revienne. Ce qu'on va chercher aussi, c'est des partenariats où on dit le curriculum qu'on enseigne dans telle université canadienne, pourquoi on n'aurait pas un partenariat avec une université ici et on peut enseigner à distance pour que les gens qu'on forme ici restent ici pour profiter au pays ici directement aussi. On est en train de développer ça. D'ailleurs, j'étais à Korogo il y a quelques semaines et l'université Peliforo Gon Koulibaly. Oui. Donc, ils venaient de signer une entente avec une université québécoise aussi. Donc, ça va se faire de manière virtuelle où on est capable de former les étudiants aussi. Donc, on voit le Collège ivoiro-canadien où beaucoup de ces enseignements se font directement de manière virtuelle aussi. Donc, il faut en être conscient, ça existe. Même si ça demeure un choix personnel, il faut reconnaître que ça peut avoir un impact négatif sur les pays en développement, incluant la Côte d'Ivoire, et il faut aider ces pays en aidant le développement du système de santé, en appuyant ce qu'on fait avec les protocoles, le système d'éducation, en donnant le pouvoir aux femmes et aux filles pour pouvoir favoriser l'entrepreneuriat féminin pour se développer aussi. C'est une réalité, mais il faut aider à s'assurer qu'il y a un équilibre pour que les pays en développement puissent se développer aussi. Mais justement, j'insiste, et ce sera ma question sur l'immigration, parce que même en faisant des recherches sur votre pays, dès qu'on tape le Canada sur Internet, on voit tout de suite que des propositions liées à l'immigration. C'est vraiment ce qui vient en tête dans les recherches liées à votre pays. Et c'est vrai que vos objectifs ambitieux en matière d'immigration ne pourraient sans doute pas être atteints sans la collaboration du réseau international de bureaux d'immigration canadiens mis en place à l'étranger depuis les années 60. Et c'est vrai qu'à part, je crois, les États-Unis d'Amérique et l'Australie, vous êtes quand même à un certain niveau que beaucoup de pays n'ont pas. C'est fait que pour ça, là aussi, pour attirer d'autres populations, ce dispositif. Nous n'avons pas de bureau, on a deux ministères séparés. On a mon ministère, le ministère des Affaires étrangères. On a le ministère de l'immigration, des réfugiés du Canada, qui est un ministère séparé. Et quand quelqu'un veut appliquer, que ce soit comme un migrant, au niveau de l'autonomie, au niveau économique, au niveau de l'emploi justement, qui se cherche un emploi, tout le monde passe par le même ministère. Tout le monde passe par le même système et c'est important de le dire, on n'a pas besoin de l'aide extérieure, de donner de l'argent à une organisation. Tout se fait de manière électronique, tout est disponible, toute l'information. Vous allez sur notre site de l'ambassade, tout peut être trouvable, mais on a le même système que les autres pays. On est cependant plus populaire parce que les gens connaissent notre chaleur, notre accueil. On est un ambassadeur qui est né en Haïti ici. On a notre représentant de la BAD qui est originaire du Canada, qui est né au Cameroun. Donc, le Canada, c'est vraiment ce pays d'accueil. L'ancienne gouverneure générale, Michaël Jean, d'origine haïtienne aussi. Donc, vous voyez cette capacité du Canada à dire, c'est à travers la migration qu'on va réussir, qu'on est ensemble. Elle est populaire et on la retrouve dans les sites de recherche, évidemment. Mais on n'a pas un système plus développé que les autres, mais on est victime peut-être de notre popularité. Oui. Alors, le 26 avril dernier, vous avez rencontré notre ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, et vous avez signé un mémorandum d'entente cadre pour la mise en œuvre du programme de coopération au développement entre les deux pays. Déjà, quel est l'état des relations entre nos deux pays ?
Absolument. Tout d'abord, je tiens à remercier la disponibilité du gouvernement ivoirien, de par son Excellence, le Président de la République, en passant par le Premier ministre, son Excellence le Vice-président et tous les membres du gouvernement. On avait justement 6 ministres, dont Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et Madame la ministre du Plan. C'est une relation excellente qui a intérêt à être renforcée. Et c'est ce que nous ciblons. J'ai parlé tantôt de la Chambre de commerce. Donc, on avait une entente qui datait de 1985. Il fallait mettre à jour. Donc, ce mémorandum a été signé sur lequel on a 9 protocoles d'entente de projets d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Ce n'est pas suffisant. On a aussi 18 milliards de francs CFA de nouveaux projets, 5 nouveaux projets. À travers tout ça, c'est vraiment dans le cadre du plan national de développement parce que le Canada, encore une fois, c'est une collaboration d'égal à égal et gagnant-gagnant. Donc, ce qu'on fait comme projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement où, en juin passé, on a promis plus de 60 milliards de francs CFA et on a déjà dépensé près de 75% de ce qu'on avait promis. Et vous avez dit tout à l'heure la santé et autres, mais quels sont justement les domaines dans lesquels vous voulez... enfin, en tout cas, dans lesquels vous allez vous immiscer? Ça se passe, tout tourne pour nous autour de l'égalité des genres. Donc, on parle de la santé sexuelle et reproductive. On entendait les chiffres récemment au niveau des jeunes filles qui tombent enceintes. Les grossesses en milieu scolaire. L'air précoce, c'est inquiétant parce que... Plus de 3000... exactement, c'est un impact direct. Donc, j'avais été un projet où on avait aidé à la mise sur pied d'un centre justement pour jeunes. Ou encore, quand j'étais à Korogo, on a investi près de 3,6 milliards de francs CFA, une miellerie qui avait avant 200 hommes. Pour nous, l'égalité des genres en termes de coopérative. Maintenant, dans la coopérative, il y a 600 personnes, 300 hommes, 300 femmes. Donc, c'est l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'égalité des genres, c'est vraiment au niveau de tout ce qui touche à aller chercher le pouvoir, la capacité de se mettre à la table de prise de décision pour les femmes et les filles. Donc, le genre, ça reste une priorité pour vous? Ça ne reste pas une priorité, c'est notre priorité. C'est votre priorité. Ah, oui. Vous êtes ambassadeur depuis combien de temps en Côte d'Ivoire? J'ai présenté mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République le 9 septembre. D'accord, donc récemment. De l'année passée, absolument. Et quel est votre regard sur notre pays? Je suis de retour, j'étais là avant. D'accord, mais vous voyez, je ne le savais même pas. Bien sûr, mais ça a été très court. J'étais là de septembre 2019 à mars 2020, jusqu'à ce qu'arrive malheureusement la COVID. J'étais chef de la section commerce et économie. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais eu l'opportunité d'ailleurs de rencontrer le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans des projets très importants. Alors, parlons de la scène internationale, des relations internationales. Et c'est vrai que Justin Trudeau avait promis, lors de son arrivée au pouvoir en 2015, que le Canada serait de retour comme acteur important et respecté de la scène internationale. Or, selon Jean-François Caron et un livre qu'il a écrit, c'est un échec. 5 ans plus tard, en 2020 déjà, vous n'avez pas obtenu le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. On a l'impression qu'on sonne le glas de cet espoir, mais qu'en pensez-vous? Parce que vraiment, le livre de cet auteur est assez critique. Et il est même titré « Marginalisé ». Réflexion sur l'isolement du Canada dans les relations internationales. Quel est votre regard sur ce positionnement qu'on a de vous? On se dit beaucoup de potentialités, politique migratoire volontaire, mais vous n'êtes pas, encore une fois, un acteur clé sur la scène internationale. Les faits seraient en désaccord. Il est vrai, comme fait, nous n'avons pas obtenu le siège non permanent au Conseil de sécurité, mais l'impact au niveau international ne s'arrête pas au Conseil de sécurité, évidemment. La Côte d'Ivoire n'a pas de siège, mais l'impact de la Côte d'Ivoire dans la région, il faut quand même la noter. Oui, mais l'impact de la Côte d'Ivoire dans le monde n'est peut-être pas celui du Canada. Absolument. Donc on s'attend en fait à... Voilà, on a en référence tellement d'États importants sur la scène internationale. La Russie, bon, même malgré tous leurs problèmes, ça reste une référence. L'Inde, ils sont pleins, ils sont nombreux ces pays qu'on cite immédiatement, mais pas vous. Et on ne comprend pas malgré toute cette potentialité.
Ça dépend où, ça dépend dans quel forum. Dès qu'on parle d'égalité des genres, c'est le Canada. Dès qu'on parle d'inclusion, c'est le Canada. Dès qu'on parle d'ouverture, d'accueil, c'est le Canada. Et on parle aussi de ressources naturelles, c'est le Canada. Mais on parle aussi de changement climatique, on veut entendre plus de Canada. On parle aussi d'intervention à travers le monde, on veut entendre plus de Canada. Cela étant dit, il y a une réalité aussi. 2023, 39,5 millions d'habitants, comparé à 330, 340 millions, 78 millions, dépendant des pays. Donc, il y a cette réalité dont il faut tenir compte aussi. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre où on va avoir le plus d'impact en étant ciblé. On ne peut pas être partout à la fois, ça signifie qu'on ne priorise pas. Il faut prioriser. Cibler, oh, vous avez raison, ça donne des résultats, l'égalité des gens. Vous êtes sérieux? Oui. Le changement climatique, on peut faire mieux, on va faire mieux. On le cible de plus en plus d'investissements. Au niveau du partage à travers le monde, non seulement en termes d'équilibre, au niveau des pouvoirs, mais aussi de redistribution de la richesse. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Même au Canada, on le constate, on est content de dire, oui, on a réussi depuis 2015 à réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes, à réduire l'écart au niveau de la répartition de la richesse. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans d'autres pays? Alors, vous écoutez, vous voulez quoi, nous dire que vous préférez impacter le monde sur l'aspect des valeurs, c'est ça? Plus que... On veut impacter pour un monde plus inclusif, où il y a une meilleure redistribution de la richesse, où on a la paix et la prospérité pour tous. Mais en fait, à la vérité, c'est ce qu'on vous reproche souvent, les Canadiens, j'ai remarqué dans l'aspect géostratégique, c'est qu'on pense que vous suivez les Américains sur plusieurs dossiers. On ne va pas tous les citer ici, mais c'est l'image qu'on a de vous, c'est-à-dire, comme on l'a aussi pour la Grande-Bretagne, hein, on a l'impression que vous êtes des alliés indéfectibles, quelles que soient les décisions, bonnes ou mauvaises, des États-Unis d'Amérique, et que c'est eux qui mènent la danse. On a vu que ça ne s'applique pas la plupart du temps. On a des intérêts en commun, certainement. On a des valeurs communes. On est quand même voisins depuis quelques années, décennies, centaines d'années. Donc, c'est certain qu'on a développé cette intégration au niveau économique, qu'on a des valeurs communes, mais de la même façon qu'on a des valeurs communes avec la Côte d'Ivoire aussi. C'est certain que si un plan où on nous dit « suivez-nous, on va faire la guerre dans tel pays », non, on va passer par l'ONU. L'ONU est l'organe où ça se passe et on va s'entendre là-dessus. Les intérêts communs, est-ce que ça va servir les Canadiens? Comme tout pays doit le faire, et les Canadiennes, est-ce que ça va servir le monde dans une meilleure répartition de la richesse, une meilleure redistribution de la prospérité? Donc, ce sont des filtres à travers lesquels il faut juger les actions de chaque pays, mais aussi le Canada. Donc, de l'extérieur, on pourrait croire ça parce que les économies sont intégrées, parce que nous avons beaucoup de valeurs en commun, et c'est normal aussi, on est proches, on est voisins, et ça fait depuis qu'on est formé, nous, en 1867 officiellement, les États-Unis. Mais au-delà de ça, c'est vraiment qu'est-ce qui va servir nos valeurs, les intérêts des Canadiens, Canadiennes, mais aussi à un monde meilleur, finalement. Alors, ce sera le mot de la fin hein, sur cette belle idée, le monde meilleur que chacun souhaite. Peut-être un dernier mot. Que représente la communauté canadienne ici chez nous, en Côte d'Ivoire? Elle n'est pas beaucoup. Oui. Elle est beaucoup plus nombreuse en termes de canado-ivoirien. D'accord, la double nationalité. Exactement. Et c'est ça pour nous, ce sont des ambassadeurs du Canada et c'est ça aussi la relation gagnante-gagnante. Et c'est ça aussi qui dit, voici la chaleur humaine où est-ce qu'on peut partager nos points. On voit ce qui arrive quand cette relation existe et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment cette situation de paix où chacun peut vivre de manière en sécurité, de manière autonome, l'autonomisation financière de la femme et des filles, priorité pour nous, comme je l'ai mentionné, mais aussi quand on pense à l'invasion de la Russie en Ukraine, les pays veulent la paix. Et cette invasion n'a pas eu lieu d'être et devrait cesser tout de suite. Donc, le Canada se positionne, quand on parle du rôle du Canada, le Canada se positionne comme il faut s'assurer qu'on a une prospérité inclusive, partagée et qui respecte les droits de la personne. Et là, ce sera définitivement les mots de la fin. Excellence, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à RTI 1 et bonne suite des programmes.